Comment ça va? Comment allez-vous? Bonjour à tous, nous allons commencer avec les informations. Un tournant géopolitique en Iran attire l'attention et commence à accentuer la pression sur les pays du Golfe. Mais des attaques commencent aussi déjà dans le nord de l'Irak. Passons aux détails de ce qui se passe et, évidemment, à d'autres nouvelles dans le monde. Merci de nous accompagner. Ceci est un podcast en direct, un journal d'information internationale en direct. Eh bien, nous essayons de parler en temps réel de ce qui se passe dans le monde. Merci de nous accompagner. Laissez un j'aime, partagez, abonnez-vous. Vous savez déjà quoi faire. Un grand bonjour à tous dans le chat. Comment allez-vous? José, Blanca, Fernando. Un grand bonjour à tous dans le chat. Allons-y donc avec les détails. Et nous devons commencer par une image qui attire l'attention aujourd'hui. Évidemment, c'est cette image. Écoutez ceci. Bonjour Lydia. Bonjour Lydia. Qu'est-ce que c'est? Oh, les vêtements! C'est l'un des premiers angles qui ont commencé à apparaître aujourd'hui concernant l'interception de ce drone. Au final, ce sont des mouvements qui attirent l'attention dans le nord de l'Irak. Cela vise spécifiquement les Kurdes. Écoutez le bruit des drones. Voyons si on peut l'entendre. Oh, des vêtements! C'est une partie de ce qu'on observe là-bas en Irak, c'est une partie de ce qui se passe. Dans tout cela, on remarque aussi ce qui suit. Ces navires continuent d'apparaître, certains sont effectivement passés. Nous allons parler des détails tout de suite. Certains navires fantômes, qu'on appelle navires iraniens, qui sont passés et qui n'ont pas été arrêtés par les États-Unis. Cela attire l'attention. Que se passe-t-il? Même si, soi-disant, il ne passe-t-il plus? Nous allons parler de toute cette affaire tout de suite. C'est incroyable, mais nous devons aborder un sujet qui concerne les pays du Golfe. Allons à ce reportage parce que ce qu'exige l'Iran touche déjà à un contrôle absolu sur tout le Moyen-Orient. Ce que l'Iran exige aux pays du Golfe, c'est essentiellement que s'ils veulent appartenir, disons, à la sphère des États-Unis, avoir des bases militaires. Pour cela, l'Iran exige un paiement extrêmement élevé. Le gouvernement iranien a élevé le ton et exige maintenant une compensation économique massive à plusieurs pays de la région. Le chiffre est impressionnant. Il s'agit de 270 milliards de dollars, ce qui est considérable. Pratiquement tout ce que les États-Unis ont dépensé dans cette guerre, un peu moins que cela, un peu moins que cela. C'est impressionnant comme montant. Les pays mentionnés seraient Bahreïn, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et la Jordanie. Oman n'a pas été pris en compte. Selon Téhéran, ces pays ont permis aux États-Unis et à Israël d'utiliser leur espace aérien et leurs bases militaires. Pour l'Iran, il ne s'agit pas seulement d'une coopération militaire, mais d'un acte hostile direct, les rendant vulnérables. Ce mouvement n'est pas anodin, il intervient évidemment dans le contexte d'une guerre qui semble sur le point de s'étendre. En gros, ils demandent que si tu es de ce côté-là, ils viendront vers toi maintenant. Évidemment, il y avait des pays d'Amérique latine là-bas, tu t'en souviens. C'est ça, parce que ce n'était pas une ouverture, parce qu'il faut se rappeler pourquoi il y a eu cette ouverture. Rappelons-nous qu'au début, les pays arabes n'autorisaient pas que des attaques soient lancées depuis leur territoire. À part les Émirats Arabes Unis et le Qatar, les autres pays refusaient de laisser tirer depuis leur territoire. Par exemple, le cas du Koweït attire l'attention. Dans le cas du Koweït, vous vous souvenez de cette attaque où plusieurs militaires américains sont morts? C'étaient des militaires qui n'avaient rien à voir avec le conflit. C'est pourquoi ils n'étaient même pas préparés. Ils n'avaient pas de radar de détection. Ils n'avaient rien parce qu'ils pensaient qu'ils ne seraient pas attaqués. Et on leur tire dessus. Plusieurs pays auparavant non impliqués sont intervenus, refusant aux États-Unis de tirer depuis chez eux tant que l'Iran ne les attaquait pas. Il faut aussi se rappeler des moments dans l'histoire, maintenant. Il est vrai qu'ils ont des liens très forts, surtout avec les États-Unis, pas avec Israël, mais oui avec les États-Unis depuis de nombreuses années. Dire que l'attaque venait de là depuis le début est faux, jusqu'à ce que l'Iran attaque. Ce changement montrerait non seulement l'idée que cet argent soit payé maintenant comme compensation, mais qu'à partir de maintenant, il y aurait une somme d'argent, dont le montant n'est pas très clair, qu'ils devraient nous payer chaque année pour appartenir, disons, au camp américain.
Pour ainsi dire, il y aura un coût à l'avenir pour tous ces pays, selon ce qu'ils disent. À partir de maintenant, il y aura un coût à payer comme péage pour cette zone, pour appartenir à ce camp, pour ainsi dire. C'est un tournant majeur où il montre qu'aucune négociation n'est nécessaire pour l'instant. Pendant ce temps, la flotte fantôme est en train de passer. 3 pétroliers sanctionnés ont traversé malgré les restrictions des États-Unis. États-Unis, un mouvement qui pourrait également bouleverser l'échiquier énergétique mondial. Au moins 3 pétroliers, ce n'est pas clair. 2 ou 3 autres sont aussi là. Je ne sais plus combien ils ont dit ce matin. Ils passent déjà, c'est ce qu'on nous a confirmé. Mais les 3 premiers, d'après ce que l'on sait, ont déjà montré certaines des images que nous avons vues au début. Celui-ci serait le premier dont nous parlions hier. Vous vous souvenez d'un certain Rich Starry, n'est-ce pas? Selon les données, selon l'information qui a attiré l'attention ce matin, cela a déjà été confirmé par les sources ouvertes ou le renseignement en source ouverte, comme ils appellent un site qui, même le Pentagone l'utilise pour avoir des rapports de renseignement en temps réel. Selon les données de Kepler, le pétrolier Richie Starry, battant pavillon du Malawi, était complètement chargé, il est revenu ou il laissait parti hier et il a repris. Hier il est revenu, hier c'était ça, il est revenu et il n'est pas passé. Aujourd'hui il passe déjà complètement par le détroit. Ce serait le moment où il passerait. Le navire a transité avec succès par le détroit d'Ormuz après avoir quitté un port des Émirats arabes unis et n'a pas été affecté par le blocus de Washington. Celui-ci part désormais des Émirats arabes unis. Le problème n'est pas le pétrole qu'il transporte, qui vient des Émirats, mais le problème ici, c'est que c'est un navire fantôme, c'est-à-dire un navire qui est sanctionné. Qui en théorie va en Chine d'ailleurs. Cependant, les navires, par exemple Merlichnac, Peace Gulf ou Peace Gulf, Richie Starry, qui auraient traversé au début, avaient été bloqués et ensuite, simplement, Washington leur aurait ouvert la porte. Pourquoi ? Nous ne le savons pas. Le pétrolier Peace Gulf transporte du naphta iranien vers les Émirats arabes unis. Un sujet très curieux là-bas. C'est-à-dire de l'essence, d'Iran aux Émirats arabes unis. Le Merlichnac a un historique d'ailleurs de transport de brut russe et iranien. Ils ont également participé, disons, au mouvement du départ d'aujourd'hui. Et le Richie Starry, qui était le plus remarquable, qui bat pavillon du Malawi, mais qui est exploité par un opérateur chinois, transporte 250 000 barils de méthanol. Et d'après les rapports, il a marqué la première sortie après le blocus. Cet épisode met en évidence une contradiction. Le blocus vise à isoler l'Iran, mais en même temps, disons que des opérations indirectes, lorsqu'il s'agit de la Chine ou des Émirats arabes unis, semblent tout de même avoir lieu. S'il s'agit uniquement de l'Iran, apparemment non. Des dirigeants comme Kevin Starmer, Emmanuel Macron et aussi les Allemands. Nous parlerons aussi de ce rapport aujourd'hui. Je ne sais pas si nous aurons le temps de l'aborder en direct. Voyons, j'ai ici ma liste de rapports. On va aussi le faire par thème, mais celui de l'Allemagne attire mon attention. Je pense qu'on l'a sous la main, alors voyons cela en détail. Donc faisons un résumé de cette situation des blocages, parce qu'au final, c'est ce qui marque la baisse du pétrole, au bout du compte. C'est-à-dire, en ce moment, le pétrole est déjà à 95 $, ce qui, je dois dire, semble vraiment, vraiment cher. Mais bon, je veux dire, on reste dans l'attente, et le pétrole texan est à 92 d'ailleurs. Le pétrole texan, qui n'avait pas réussi à baisser, n'avait pas réussi à baisser. Aujourd'hui, il commence aussi à baisser à 92 $ et d'ailleurs, cela montre bien que les attentes sont positives. Disons qu'aujourd'hui, il y avait même des rapports financiers disant que Wall Street vacillait, comme on l'appelle, c'est ce qu'on disait par là. Et puis, soudainement, il y a eu un tournant. Les marchés, et pas seulement un tournant, c'est un tournant énorme. Regardez, observez la hausse que connaît le SP500 en ce moment. Il est sur le point d'atteindre un plus haut historique, le SP500. Donc il y a une attente apparemment positive, du moins en ce moment sur le SP500. Il devrait vraiment y avoir une autre explication à ce sujet, parce que la hausse est vraiment trop importante. C'est-à-dire, ça fait 2 jours de suite que ça monte de façon impressionnante. Cela m'interpelle car ce n'est pas ce qui se passe sur les autres marchés.
même sur le Nasdaq. C'est-à-dire, ici ça monte quoi qu'il arrive, mais c'est une hausse très... Disons, ça fait partie de ce qu'ils observent. Voilà, les fluctuations, ça monte, ça descend. Mais bon, le point c'est que voilà le tournant que prend la situation du côté de l'Iran. En gros, c'est ce que nous cherchons. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient même faire pression, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient mettre la pression sur les pays voisins, sur les pays du Golfe, et ils se sont dit, bon, ils vont en profiter. Évidemment non, c'est clair. C'est vers là qu'ils vont. Maintenant, il y a aussi des attaques qui se produisent en Irak. C'est ce qu'ils rapportent, et nous l'avons vu au début avec ces vidéos de drones qui apparaissent dans le nord de l'Irak. D'après ce qu'ils rapportent, apparemment ce serait contre des groupes kurdes. C'est pourquoi cela n'est pas considéré comme une rupture du cessez-le-feu. C'est-à-dire qu'ils attaquent depuis l'Iran vers le nord de l'Irak, vers des zones kurdes. Il n'est pas clair s'il y a eu des dégâts, car apparemment, les images montrent qu'ils ont intercepté les attaques en Irak. Autrement dit, des attaques ont été interceptées dans cette zone. Cela montrerait donc qu'il y a toujours des signes de tension, mais pas nécessairement entre Israël et l'Iran, ou entre les États-Unis et l'Iran, mais spécifiquement avec leurs voisins et spécifiquement avec les groupes kurdes. Mais il faut rappeler qu'il y a des tensions. Il y a des tensions avec les Kurdes et avec les Iraniens, spécifiquement contre la garde révolutionnaire, qui, ont des différends depuis déjà pas mal de temps. Donc il semblerait que ces attaques iraient dans ce sens. On ne voit pas d'autres mouvements, du moins pour l'instant. Un autre sujet attire aussi l'attention. Passons à la suite. Le peuple libanais subit l'agression iranienne. Et c'est répugnant. Donc notre espoir ici, et je sais que ce sera un processus, d'accord, toutes les complexités de cette affaire ne seront pas résolues dans les 6 prochaines heures. Mais nous pouvons commencer à avancer et créer un cadre dans lequel quelque chose peut se passer, quelque chose de très positif, quelque chose de très durable, afin que le peuple libanais puisse avoir le genre d'avenir qu'il mérite, et pour que le peuple d'Israël puisse vivre sans craindre d'être attaqué par des roquettes. Et des roquettes. Voici l'espoir aujourd'hui, c'est là-dessus que nous commençons à travailler. Nous sommes accompagnés par d'excellentes personnes qui seront en mesure, évidemment, de ramener cela dans leurs capitales respectives. C'est un processus, pas un événement, c'est plus qu'une seule journée. Cela prendra du temps, mais nous pensons que l'effort en vaut la peine. Cette réunion est historique et nous espérons nous appuyer sur elle. Et l'espoir aujourd'hui est que nous puissions définir le cadre dans lequel une paix permanente et durable pourra s'instaurer, afin que, comme je l'ai dit, le peuple d'Israël puisse vivre en paix, que le peuple du Liban vive en paix, dans la prospérité et la sécurité qu'il mérite. D'accord? Merci. Bon, cette réunion est très importante, hein? Très importante. Remarquez qu'au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles à ce sujet, et de tout ce qu'on entend sur le fait qu'ils négocient ou non et je ne sais quoi, Marco Rubio a marqué un point là. C'est ce qu'on voit pour l'instant. On verra si ça marche, espérons-le. Ce que nous voyons, c'est Israël assis d'un côté, les Libanais assis de l'autre, et Marco Rubio au milieu. Et avec l'idée d'arriver à un accord pour commencer. Qu'en est-il du Hezbollah ? Le Hezbollah est un groupe qui, au final, ne reçoit pas ses ordres des Libanais, mais de l'Iran, même s'il se trouve au Liban. C'est un groupe paramilitaire, un groupe radical, terroriste comme vous voulez l'appeler. Mais au final, c'est un groupe paramilitaire parce qu'ils s'entraînent comme des militaires. Ils ont des armes militaires et de l'artillerie. Mais il est indépendant du leadership politique d'un pays. Autrement dit, ils font ce qu'ils veulent. Et aussi, je veux dire, ça fonctionne. Comme un parti, mais ils suivent les ordres d'un pays étranger. Au final, le Liban négocie avec les États-Unis et Israël et nous allons nous mettre d'accord sur ce qu'il faut faire. Ils affirment que cela prendra du temps, selon le secrétaire d'État américain. Et ils ont convoqué les délégations des deux côtés réunies à Washington d'ailleurs, en assurant que ce sera une occasion historique de déterminer quoi faire à l'avenir entre les deux pays. En ce moment, le Liban est envahi dans sa partie sud par Israël. Parce qu'Israël dit « Je vais créer une sorte de zone tampon pour faire reculer ce groupe ». Dans cette région du monde, comme vous le savez, c'est la frontière entre Israël et le Liban.
Et ici, il y a un fleuve appelé le Litani. Et ils disent, bon, écoutez, vous, le groupe Hezbollah, reculez et désarmez-vous. C'est ce qu'Israël demande, en accord avec le Liban. C'est vrai, le Liban dit oui, nous allons faire en sorte qu'il se désarme. Le Liban n'a pas pu le faire. Alors Israël dit, eh bien, ils nous font du mal ici. Ils nous attaquent dans le nord d'Israël. Nous allons attaquer et pénétrer plus profondément au Liban. De plus, ils attaquent aussi la capitale par les airs. Dans la partie sud, où vivent les groupes du Hezbollah, disons, dans cette zone aussi, ils ont attaqué. Et ce sont des attaques répétées. Il y a une guerre qui s'y déroule, et à laquelle le Liban ne veut pas prendre part. Ils refusent de s'impliquer dans ce conflit. Ils affirment que c'est une opportunité historique, et nous savons devoir composer avec des décennies d'histoire et les complexités qui nous ont menés à ce moment unique, déclare Marco Rubio. Il souligne que l'objectif de ces négociations est de mettre définitivement fin à 20 ou 30 ans d'influence chiite, du groupe des ayatollahs parmi les Libanais, au sein du Hezbollah. Ils veulent donc avoir, disons, et on exige à l'Iran de cesser de parrainer et de financer ce groupe et ces groupes. Ils vont générer les prochains, disons-le. C'est ce que demandent les États-Unis dans le cadre de cet accord qu'ils veulent conclure et qui, pour l'instant, ne semble même pas s'approcher un tant soit peu. Maintenant, un autre sujet qui attire également l'attention dans tout ce qui se passe dans le monde, allons en Californie, allons-y. Selon les rapports, en Californie, une série d'incendies est en cours et des évacuations ont déjà été signalées. Des évacuations massives et une autoroute bloquée à cause de la fumée à Naples, en Floride. Allons ici en Floride, je me dirigeais vers la Californie. L'habitude, ce n'est pas à Naples. Selon les rapports, l'incendie se trouve dans le comté de Collier, près de Naples, jusqu'à présent environ 107 hectares. Les autorités confirment que l'incendie continue. Il s'est maintenu à 15% et cela reflèterait la gravité sur l'autoroute interétatique 75 qui est la voie clé de la mobilité dans la région. Il est certain que les zones résidentielles comme Stable Way, Union Drive et Beck Boulevard sont celles qui font l'objet d'une évacuation obligatoire. Les équipes d'urgence déploient des hélicoptères, des brigades terrestres et effectuent des brûlages contrôlés pour tenter de freiner la progression des flammes. Cela est également dû à une sécheresse qui s'est prolongée. Dans la région, cet incendie s'ajoute au fait que d'autres petits incendies ont déjà été signalés récemment dans cette zone. D'après les rapports, cela fait aussi partie de ce qui se passe dans cette région du monde et, il est frappant que dans une zone qui est habituellement très humide, qui a tendance à être très humide. Selon ce que dit le département des transports de Floride, le FDOT, il avertit que la présence de fumée n'est pas très courante dans la région. Enfin, en fait, beaucoup de ces régions ont beaucoup moins, disons, de centres d'approvisionnement pour les pompiers. En comparaison, par exemple, avec la Floride, avec la Californie. Maintenant, dans cette zone, ce qui motive les restrictions, ils assurent que ce n'est pas tant le fait que l'incendie soit trop étendu, mais plutôt ils affirment qu'il pourrait s'étendre à cause des vents dans la zone. Un autre point qui attire l'attention est que l'incendie a été localisé dans une zone appelée Newman Drive. Cela se passe dans le sud de Naples, où cela touche directement les rues résidentielles du secteur, y compris le bureau du shérif Collier, qui, selon les rapports, a dû organiser des évacuations dans la zone. C'est en partie ce que dit la FDOT. Ils assurent que les colonnes de fumée sont possibles. C'est aussi un problème pour les personnes sensibles au niveau respiratoire. Évidemment, un autre sujet qui attire l'attention maintenant, c'est la réaction même de Johnson face à la controverse actuelle avec Donald Trump et cette image de Jésus. Voyons cela. Johnson, que penses-tu du poste où le président apparaît comme Jésus? Est-ce que c'était un blasphème? J'ai parlé avec le président à ce sujet dès que je l'ai vu et je lui ai dit que je ne pensais pas que cela était perçu comme il l'avait voulu. Il était d'accord et il l'a retiré. C'était la bonne chose à faire. Il a expliqué comment il l'a vu et je ne pense pas qu'il ait trouvé cela sacrilège. Voilà. Vous pensez qu'il devrait faire marche arrière? Il a fait preuve de respect envers les autres en le retirant. Cela fait aussi partie de la réaction, c'est
C'est le président de la Chambre, là-bas au Congrès des États-Unis. Et la réaction n'est pas négligeable, car il y a eu un grand nombre de groupes chrétiens républicains qui ont fortement critiqué ce mouvement. De plus, le vice-président lui-même, J.D. Vance, apparaît dans une production comme celle-ci, pas lors d'une conférence de presse ordinaire, mais il apparaît dans une production assez, classique, un peu comme lorsqu'ils font des allocutions ou des annonces à la nation, sans donner d'explication sur ce qui s'était passé. Maintenant, Johnson réagit aussi, ce qui a évidemment provoqué beaucoup de mécontentement, tellement que Trump lui-même a dû intervenir pour expliquer qu'il se voyait seulement comme un docteur, selon lui. Et bon, ça aussi c'est intéressant. Regardez ce que dit von der Leyen sur la question énergétique. Pour l'Europe, en changeant de sujet, bien sûr, écoutons ceci. Comment peut-on réduire la demande? Bien sûr, l'énergie la moins chère est celle que l'on n'utilise pas. Nous devons réduire la demande tout en respectant pleinement le libre choix des consommateurs. Nous examinons les niveaux d'efficacité énergétique, comme la rénovation des bâtiments ou la modernisation des équipements dans les opérations industrielles. Ce sont là quelques mesures, mais il y en a d'autres que nous présenterons ou qui seront au cœur de la présentation de la communication la semaine prochaine à la table des dirigeants. Jusqu'à présent pour lui. En résumé, il explique que sans utiliser d'énergie, il n'y a pas de dépenses, mais aucune limite ne peut être fixée. Eh bien, il faut laisser ça à la liberté des gens, que les gens utilisent ce qu'ils estiment nécessaire. Et puis on verra ce qui se passe. En gros, non, mais évidemment en rendant les bâtiments et ce genre de choses plus efficaces, en gros, en travaillant un peu sur le long terme. Mais bon, c'est un message un peu ambigu, dans ce sens, merci. Il y a des pays européens qui, en ce moment, devraient déjà avoir des restrictions, ou qui, en théorie, devraient en mettre, même si jusqu'à présent cela n'est pas arrivé. Ils pensent que dans les prochaines semaines, cela pourrait arriver, même si en réalité, il y a déjà plus de mouvements dans le détroit d'Ormuz, ce qui affecte autant l'Europe que l'Asie. C'est pour cela que nous verrons cela plus tard, car une grande partie de ce pétrole, si ce n'est la majorité, va vers l'Asie, et plus précisément vers la Chine. Eh bien, cela a aussi possiblement un impact sur l'Europe. Cela va dépendre essentiellement de l'évolution du conflit, c'est-à-dire de ce qui se passe dans le dernier rapport concernant le mois de mars. C'est la période de plus faible production pétrolière de ces dernières années, avec une réduction énorme pour cette raison. Donc cela, ajouté à ce qui se passe en Russie, qui est aussi un autre sujet important, évidemment, eh bien ça bouleverse tout. Souvenez-vous de mars comme un mois de diminution pétrolière ou de diminution de la production pétrolière, même si on a annoncé qu'il y aurait plus de production pétrolière, mais ça ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. En théorie, cela devrait se voir dans les prochains mois. Cela pourrait être le cas. En attendant, le pétrole est en train de baisser, ce qui est déjà positif. Le prix du pétrole était à des niveaux très compliqués. Quand tu le vois déjà à 110, tu te dis que c'est vraiment énorme. Là, en ce moment, au moins pour l'instant, il suit cette tendance à la baisse, ça continue, la tendance continue. On le voit à 94, 90. Tant qu'il s'éloigne des 100, eh bien, ça pourrait être, j'insiste, parmi les mots, le moins pire, pour ainsi dire, que les prix des choses en général n'augmentent pas. Mais dans le monde, parce que c'est déjà un effet qu'on observe, et que si jamais cela diminue, cela pourrait en générer. Eh bien, cela pourrait même signifier un retour plus ou moins à la normale. Si cela se prolonge, ils assurent qu'il sera très difficile, voire presque impossible, de revenir au prix d'avant, tout simplement. Mais bon, passons à d'autres sujets également importants. Eh bien, on commence à voir ces images des hippopotames. Ces hippopotames qu'avait à l'époque Escobar, Pablo Escobar, n'est-ce pas? Là-bas en Colombie. Eh bien, d'après ce qui est rapporté en Colombie, ils ont annoncé qu'ils sont en train d'abattre les hippopotames de Pablo Escobar. C'est un sujet qui était prévisible. Il y a entre 170 et 200 hippopotames qui descendent. Et ils vont bien au-delà du domaine. Où était le domaine ?
et ils génèrent des risques pour la communauté et la faune sauvage locale. En réponse, le gouvernement a annoncé qu'il allait en abattre au moins 80, pas tous, mais environ 80 hippopotames vont être abattus parce qu'ils causent beaucoup de problèmes. Regarde-moi ça. C'est beau, tout ce que tu veux, mais au final, ils ne sont pas de la région et ils sont vraiment puissants, non. Donc apparemment, ils affectent d'autres groupes d'animaux, mais ils ne veulent pas non plus tous les abattre. Alors, bon. Des groupes d'activistes pour les droits des animaux critiquent et suggèrent de les relocaliser ailleurs. Eh bien, je ne sais pas à quel point ce serait possible, mais peut-être que les relocaliser serait intéressant. Je ne sais pas, non, je ne sais pas s'il y aurait un pays prêt à les accueillir. Je ne connais pas la question, les coûts, tous ces aspects-là. Mais le point, c'est que, bon, c'est ce qu'on vit et ça fait que le personnage devienne encore plus une sorte de légende du crime. Oui, évidemment, cela continue de poser des problèmes, non ? Un autre point qui attire l'attention, c'est cette image que nous avons vue lors de la réunion. Mais c'est cette image, la photo officielle de Marco Rubio avec les deux délégations, celle d'Israël d'un côté et celle du Liban de l'autre. C'est, bien, un sujet sur lequel j'insiste parmi tout ce que les États-Unis ont fait récemment en matière de géopolitique. Je pense que c'est peut-être le point le plus intéressant. Nous verrons si cela donne des résultats. Mais bon, un autre sujet qui reste typique de Trump, c'est cette image que Donald Trump a publiée sur ses réseaux sociaux, dans laquelle il dit ce qui suit. Donald Trump affirme que l'Europe est désespérée pour obtenir de l'énergie et pourtant, il dit que le Royaume-Uni refuse d'exploiter le pétrole de la mer du Nord. Il dit que c'est l'un des plus grands gisements du monde. Tragique. Il dit que cela devrait faire prospérer la Norvège. Il vend du pétrole en mer du Nord au Royaume-Uni au double du prix, il gagne une fortune. Le Royaume-Uni, qui est mieux placé en mer du Nord pour des raisons énergétiques que la Norvège, devrait forer. Il dit baby drill, c'est-à-dire je ne sais pas à quoi il fait référence. Il dit ce que dit drill baby drill, donc quelque chose comme fort bébé fort, quelque chose comme ça. Une expression très étrange, et ensuite il dit que c'est absolument fou. Ne le faites pas et plus d'éoliennes. Eh bien, celui-là se mêle vraiment de tout. Pourquoi ils ne fordent pas du pétrole là-bas ? Pourquoi ils ne le font pas ? Je veux dire, vraiment, ils se mêlent de tout, de tout. C'est un sujet sans rapport avec la situation actuelle, non ? Mais cela remonte à plusieurs années. Ils refusent de forer dans certaines zones de la mer du Nord et du Royaume-Uni. Eh bien, même sur ce sujet, ils s'en mêlent. En attendant, passons à d'autres sujets. Aujourd'hui, il y a de nouvelles attaques à différents endroits de Gaza. D'après les rapports, il y a 4 routes de tunnels souterrains à Gaza. Cela, à l'est de la ligne jaune, a été détruit. D'après les rapports, c'était la totalité des tunnels. C'était environ 800 mètres de tunnels souterrains. Les troupes israéliennes ont localisé des logements pour l'équipement destiné à des séjours prolongés, des mines et des matériaux utilisés par le Hamas pour préparer des engins explosifs contre les FDI. Eh bien, c'est une partie de ce qui se passe. Soudainement, on oublie Gaza. Et nous allons voir. Tout comme le marché pour la petite barrière, ce sont essentiellement des situations de guerre qui ne s'arrêtent pas. Il y a aussi Kilimandjaro il y a des mouvements de ce type et maintenant, le FDI. Et le compte. Le compte officiel du FDI montre donc cette situation. C'est aussi important. Des navires qui ont tenté de traverser le détroit d'Ormuz continuent de faire demi-tour, selon ce que montrent ces images. Des navires qui apparemment feraient le demi-tour ou qui essaient de passer et qu'on avertit, disent-ils. Des pétroliers ont fait demi-tour dans le détroit d'Ormuz, après ces nouveaux mouvements de blocage qui ont eu lieu. Cela vient d'être signalé aujourd'hui, le 14 avril, à 10h du matin. Maintenant, il y a des rapports indiquant que certains sont ouverts, d'autres sont fermés, et cela attire également l'attention. Parmi les images curieuses, on voit aussi ce petit chat, ce chat énorme, géant, ou ce gros chat. Il bouge d'ailleurs, regardez la queue bouge et tout, mais voyez la taille, regardez les personnes qui sont à côté. C'est impressionnant, non ? Une œuvre qui présente ce qu'ils appellent Godzilla, non ? Godzilla, non ? Regardez comme le chat est vraiment réaliste. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais regardez, l'oreille bouge. Voyons si vous arrivez à le voir par là.
Regardez, voyez comme l'oreille bouge. Observez la taille des personnes à côté. Voyons si vous pouvez voir la taille. Regardez, ici il y a quelques photos qui la montrent un peu mieux. Voilà, regardez, ce sont les personnes. C'est le chat, ce sont les personnes. D'après ce qu'il rapporte, Godzilla se trouve en ce moment à l'aéroport de Hong Kong. Le chat Ginger ou quelque chose comme ça, non? Eh bien, d'après ce qu'il rapporte, il mesure environ 8 mètres. Il ronronne, il bouge. Ils disent bien qu'il est très réaliste, que quand on le caresse ou qu'on le nourrit, enfin quand tu le nourris, non? Qu'il réagit et qu'il griffe aussi. Non, non, il ne griffe pas, mais il bouge, non? Ça attire aussi l'attention en ce moment, dans le hall. Dans le terminal, un hall des arrivées A, il y sera jusqu'au 2 mai 2026, d'après ce qu'ils ont dit, ce Godzilla, qu'ils appellent comme ça par affection, non? Godzilla. Voilà une partie de la situation. Passons à d'autres sujets importants. Ils montrent aussi cette énorme mine d'or. Une mine d'or qui est la mine d'or de Monsieur MM. Monsieur M. Une mine d'or qui, selon eux, est la plus profonde du monde. Cela se trouve en Afrique du Sud, d'ailleurs. C'est une mine énorme. D'après les rapports, cela se trouve dans la province de Gauteng, en Afrique du Sud. Cette mine était auparavant également connue sous le nom de Western Deep Level, qui est une mine d'or extrêmement profonde. Eh bien, elle descend dans les profondeurs de la Terre. 4 kilomètres. Impressionnant, tous les mouvements, tous les zigzags qu'ils font, c'est comme une montagne en fait. Non, imagine-toi, c'est vraiment comme ça. Si tu le dis comme ça, l'Everest fait 8 km de haut, non? Là, ce sont 4 km, mais vers le bas. Regardez la taille des petits camions qui sont en réalité des géants, des camions énormes, et regardez comment ils avancent. Mais bon, ça fait aussi partie de ce qui rend cette région du monde intéressante. Il y en a en Afrique, spécifiquement en Afrique du Sud, mais aussi dans d'autres parties de l'Afrique comme le Congo, qui possèdent une grande quantité d'or, n'est-ce pas? Je veux dire, ils sont riches dans ce sens, mais cette richesse, comme on le sait, n'arrive pas toujours. Un autre point qui attire l'attention, c'est cette image où, eh bien, une zone où se trouvent les voitures de BYD là-bas en Chine aurait touché un grand nombre d'automobiles. Apparemment, ils disent qu'il n'y a pas de blessés, mais il s'agit bien du parking de l'usine de BYD à Shenzhen. Il aurait pris feu, au moins partiellement. Bien sûr, c'est une usine énorme et maintenant, eh bien, ils font face à ce problème, cet incendie assez important. Eh bien, cela fait aussi partie de ce qui se passe dans cette partie du monde. Passons donc à d'autres sujets importants. Regardez cette image, c'est l'explosion. Vous vous souvenez du barrage dont on parle toujours? Eh bien, la Russie a été accusée de l'avoir fait exploser. Enfin, c'est l'un des nombreux cas. D'après ce qui est rapporté en Russie, l'image du moment où un explosif s'est placé à cet endroit a déjà été révélée, ou plutôt a fuité. C'est enregistré par eux-mêmes. Ça, eh bien, c'est aussi une partie de ce qui s'est passé, cette fois-ci. C'est une vidéo inédite. On ne l'avait jamais vue. Ça fait déjà un moment. Vous ne vous souvenez pas de la région de Kharkov, n'est-ce pas? Dans le barrage Pachi-Pechinivska, n'est-ce pas? Ce barrage, eh bien, il a déjà fait la une à l'époque quand on avait tenté de le détruire en partie, non? Du moins partiellement, non? D'après ce qui est rapporté, c'est dans le barrage où l'infrastructure critique du fleuve Donetsk, au nord-est de Kharkov. D'après ce qui est rapporté, cela aurait été attaqué là-bas, par exemple. C'était en décembre de l'année dernière, non? Oui, c'était en décembre de l'année dernière. Un des nombreux barrages attaqués près de Kharkov. Cela fait aussi partie de ce qui se révèle peu à peu dans le conflit. Une chose très curieuse, c'est ce moment-là en Biélorussie. Eh bien, regardez ça. Un petit spécialiste. Regardez, ici, celui d'hier, hier. Oui. C'est là-haut. Non, ce n'est pas vrai. Je ne vais pas le cacher. C'est pour prouver. Pour la justice.
Il lui dit « Ne le mange pas, ne le mange pas » et il mange un morceau de nourriture pour poisson. Un employé de la Société nationale de biotechnologie de Biélorussie a commencé à manger de la nourriture pour poisson lors d'une réunion avec une personnalité locale, pas avec ce Loukachenko, celui qui s'autoproclame le dernier dictateur d'Europe. Non, eh bien. Ils disent mais qu'il l'a fait pour prouver la qualité du produit. Loukachenko lui a déconseillé et certains plaisantaient qu'il deviendrait un poisson. Mais bon, cette personne affirme, eh bien, il dit qu'il pense que cette nourriture est assez nutritive et qu'elle ne va pas lui faire de mal. Non, c'est bien. Une partie des notes ou des vidéos insolites d'aujourd'hui. Aussi, eh bien, parmi d'autres choses, il y a ça. Cette réaction qui a lieu en ce moment en Iran, là où ce personnage que nous voyons ici se trouve. Nous allons le mettre ici à l'écran. Eh bien, il n'est pas très connu dans les discussions géopolitiques et sur tous ces sujets. Mais bon, Ibrahim Rassel, un personnage qui fait partie du comité de sécurité nationale ou qui en est le porte-parole. Il a été l'un des plus fermes dans ses déclarations du côté iranien. Il affirme que la fin du cessez-le-feu ne doit pas conduire à une prolongation de celui-ci, c'est-à-dire, c'est ainsi qu'il voit les choses, dit-il. Ainsi, la métaphore qu'il utilise est celle d'une dent branlante, n'est-ce pas ? Il affirme qu'il faut l'enlever, l'arracher une bonne fois pour toutes, et qu'il ne veut donc pas de cessez-le-feu. Ce qu'il veut, c'est la fin de la guerre, pas un cessez-le-feu où les mois et les années passent, et que soit on va à la guerre, soit on va vers la paix, mais qu'on ne reste pas dans ce point intermédiaire. C'est quelque chose de curieux, mais ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Le porte-parole du comité de sécurité nationale d'Iran, Ibrahim Rassel, a affirmé que la fin du cessez-le-feu ne doit pas mener à sa prolongation, sauf si les droits de l'Iran, dont le contrôle du détroit d'Ormuz, sont reconnus, sinon il faudra revenir à la guerre. Il n'est pas censé s'accrocher et lancer des développements religieux. Mais le point est là. Ils affirment désormais que le détroit d'Ormuz leur appartient. Sinon, eh bien, c'est la guerre, pas vraiment, pas celle-ci en tout cas. Personnage, quand ils étaient de là-bas au Pakistan, pas quand ils étaient à cette réunion pour parvenir à un accord. Les États-Unis et les États-Unis, l'Iran et le Pakistan au milieu, non. Ce même Ibrahim Rassel leur a dit, il leur a donné un message en disant qu'Israël, les États-Unis, aux diplomates ennemis, disaient-ils, n'ont pas à se conformer aux conditions que l'Iran impose, non. C'est-à-dire, ils apportent. Un défi, les Iraniens se montrent très hardis sur ce point et, eh bien, c'est aussi une partie de ce qui a attiré l'attention aujourd'hui. Eh bien, passons à d'autres sujets également importants. Allons-y donc. Eh bien, cette image attire aussi l'attention. Ça, là, où est-ce, ici, tout en haut, regarde un peu. Eh bien, ça, c'est un des, comment on les appelle, avions ou fusées du Falcon 9 qui est passé par le nord. Caroline ou North Carolina ou Caroline du Nord. En fait, c'est le Falcon 9 qui serait passé dans le ciel de cette partie des États-Unis. Bien sûr, cela produit des images spectaculaires comme celle-ci. Cela fait aussi partie des réalités de notre époque. C'est devenu plus courant qu'avant, alors qu'avant on se demandait ce qui se passait dans le ciel. Eh bien, on commence déjà à s'habituer à voir ces fusées traverser le ciel, non? C'est de plus en plus courant, n'est-ce pas? Ça fait aussi partie de ce que l'on vit en ce moment, et voilà que celui-ci arrive. En parlant de cette époque, voyons voir s'ils sont déjà là. Parce que j'ai vu qu'il a déjà publié un rapport, il doit être ici, il doit être là. J'ai vu qu'il a publié un rapport aujourd'hui sur l'idée d'un robot, regarde, il est là. Je savais bien qu'il l'aurait prêt, bien sûr. Regardez cette image, voyons si on peut la mettre à l'écran. C'est un robot qui joue au tennis, regardez-moi ça. Toute la glace bouge, non? Mais le point c'est qu'il frappe bien, c'est-à-dire. Bien sûr, on lui met la balle facile, on ne lui met pas quelque chose de super compliqué ni rien. Mais écoutez, faire en sorte qu'il joue au tennis, ce n'est pas rien. C'est un humanoïde qui, franchement, je ne vois aucun fil. Vraiment, je ne vois aucun fil. Ce n'est pas une marionnette, c'est autre chose. Ce n'est pas un robot qui reste là sans rien faire. Mais il frappe vraiment bien, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il frappe 2-3 fois la balle, il arrive à la renvoyer parfaitement. Et ça, c'est bien, ça fait partie des choses curieuses. Maintenant, en ce moment même, d'après ce qui est rapporté, un robot humanoïde de dernière génération a réussi à apprendre tout cela. En plus, c'est ça le plus impressionnant.
Le plus impressionnant n'est pas qu'il sache jouer au tennis, mais qu'il l'ait appris en 5 heures. C'est-à-dire, c'est surprenant. Honnêtement, il a atteint un taux de réussite de 96,5% de retour face à des joueurs humains qui apprenaient à partir de 0. Il ne dit pas « va jouer au tennis » et il le disait. « Mets-toi à jouer au tennis en 5 ». Il a obtenu plus de réussite qu'un être humain. Les images de ce robot joueur de tennis ont été diffusées. Elles ont même suscité des réactions de la part d'Elon Musk lui-même, qui a exprimé son étonnement face à ce développement. Elon lui-même. Le résultat a vraiment été frappant. Je comprends qu'il s'agit d'un robot chinois. Je l'ai ici. Le système s'appelle LATANT. C'est l'acronyme de Learning Athletic Humanoid Tennis Skill. Celui-ci, d'après ce qui est rapporté. Voyons, voici l'entreprise. Voyons si nous l'avons ici. Je ne sais pas si c'est chinois, mais je crois que oui. Le robot a été identifié comme un Jian fabriqué par Unitree. Oui, par Unitree Robots, qui sont chinois, il a été entraîné en utilisant des extraits de mouvements basiques de joueurs de tennis amateurs qui étaient pas là. Eh bien, le robot les observe et, sans programmation préalable, uniquement grâce à la capture et à l'ajustement progressif des données en mouvement, en 5 heures, il savait déjà faire cela. Voilà, regarde-moi ça. Il y a du son là-dessus. Il n'y a pas de son, mais juste avec une voix, celle d'une personne chinoise qui parle. Alors je voulais entendre le bruit que fait le robot. Je voulais entendre le bruit qu'il fait par là. Il bouge bizarrement. Je voulais entendre comment sonne le petit robot en mouvement, mais ce son-là n'y est pas. Imaginez-les, si. C'est déjà fini, on devrait avoir le son, ce serait génial. Pas comme le bruit des articulations, pour ainsi dire, de ce petit robot. Eh bien, voilà comment ça se passe. Allons-y, passons donc aux commentaires, allons-y. Je sais, il a un meilleur revers que moi. Comment ça va, Oussa? Mais très bonne santé. Non, mais si on m'en sert une bien fraîche, qui sait? Je ne vois pas comment il pourrait y arriver. Ou non, parce qu'il a déjà vécu. Parfois, je ne vois pas qu'il l'envoie son doigt sur les côtés, n'est-ce pas? Je ne sais pas, parce qu'il est petit. Peut-être qu'il n'arrive pas à les mettre, juste comme ça, dans un coin. Dans un coin, pour voir si ça marche comme ça. Celui-là. Voyons si on peut battre ce fichu robot. Bon, vu comment vont les choses, santé Cécilia, très bien Ruben Williams Mercedes, comment ça va? Merci beaucoup pour ton soutien, Mercedes. Un grand salut aussi au papa de Nova. Bonjour papa de Nova, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Un énorme salut aussi à Blanca Barcelo, il dit. Petro a aussi fait un commentaire sur le fait de ne pas utiliser de gaz, genre pourquoi faire? Donc si on ne va pas économiser, alors on ne dépense pas et on garde toute l'essence parfaitement, il dit. Bien dit, hein, comment vas-tu? B. Arbi Antonio, comment tu as été? Antonio, bonjour monsieur. Comment ça va? Comment tu vas? Cette guerre finit par être la 3e guerre mondiale. Eh bien, j'espère que non, monsieur. Salutations. Monsieur Liliana, comment vas-tu? Et j'aimerais qu'on parle de la crise économique en Colombie, à cause des droits de douane imposés par l'Équateur, dit Liliana. Comment vas-tu, Liliana? Tu le perçois déjà comme une crise, Liliana. Si c'est visible, tu le ressens là-bas. Je demande à mes amis de Colombie ce qu'ils en pensent. Je n'avais pas vu cela comme une crise à ce point. C'est-à-dire, oui, on a parlé de celle des droits de douane qu'a imposé l'Équateur, de ce que la Colombie a fait ensuite, qui a aussi imposé des droits de douane. Voyons ce que la communauté colombienne en pense, s'ils ressentent déjà cela comme une crise, quelque chose comme ça, si les dirigeants sont concernés. Salut, comment vas-tu? Comment ça va, Angel? Pardon, Ana Gutiérrez, comment vas-tu? Il dit, je ne sais pas où nous allons finir. Roble aussi. Énorme, salut. Comment vas-tu? Véronica de la Cruz, énorme, salut, super. Francisco Arce, salut. Comment vas-tu, Francisco? Il dit. Bois un moment. Il n'y aura pas d'athlète humain, dit José. Oui, mais peut-être regarde-moi. On verrait des combats, non? De robots, ce serait intéressant. Il y en a déjà, non? Il y a déjà ces petits robots qui se battent et qui s'affrontent. Mais aussi, il y a le truc de ces courses qu'ils font, non? Je crois que c'était Mr Beast, non? Qui a organisé des courses de robots contre des humains, non?
un de ces robots qui ressemble à un chien, et ils ont mis un sprinter, un truc comme ça, non? Je ne me souviens plus si c'était un sprinter ou si c'était ce Speed. Enfin, Speed, c'est essentiellement un sprinter, non? Ce youtubeur incroyablement rapide. Mais bon, oui, sûrement José, il y aura sûrement des Olympiades robotiques, non? Je n'en doute pas, en fait je crois qu'il y en a déjà, si je ne me trompe pas. Il y a déjà des Olympiades robotiques en Chine. Maintenant que tous les pays y participent, non, mais ce serait intéressant. Francisco, c'est positif pour la communauté. Et Franck, comment vas-tu? Salutations jusqu'en Espagne. Passons au prochain reportage, passons à la prochaine transmission. Celle-ci était déjà très rapprochée, mais on continue à s'étendre parce qu'il y a beaucoup de choses. Allons voir ce qui se passe à Tchernobyl. Il y a un sujet grave, ainsi que d'autres affaires. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Passons au prochain reportage. Si vous souhaitez rester avec nous, eh bien s'il vous reste encore du café ou autre chose, accompagnez-nous pour le prochain reportage. Allons-y, à bientôt.